Frédéric Bach a œuvré toute sa vie pour faire reconnaître le péril écologique dans lequel nous engagent les modes de consommation modernes. Il aura lui-même contribué au développement et à la création d'organismes luttant pour la sauvegarde de notre écosystème. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à redécouvrir son œuvre, que ce soit pour la beauté de son animation, mais aussi et surtout pour l'actualité de son message. Frédéric Bach a commencé à refaire des œuvres de commande pour la chaîne Radio-Canada dans les années 50, dans le cadre d'une émission scientifique à destination des enfants, Les Mystères de la Planète. Il commence comme assistant, mais finira par y réaliser un premier court-métrage de 8 minutes intitulé Scaramouche, qui lui vaudra 3 semaines de travail intensif et lui permettra de faire ses premières armes dans le métier d'animation. Jusqu'aux années 70, Frédéric Bach ne peut véritablement choisir ses sujets, ni contrôler d'un bout à l'autre la production d'une œuvre. Il ne compose que des films de commande, pour lesquels il ne trouve pas toujours d'intérêt. C'est paradoxalement une commande de l'Union européenne, qui voulait mettre en place une collaboration entre différents pays pour créer chaque année un film d'animation destiné aux enfants, qui va lui permettre de prendre cette autonomie. Abracadabra nécessitera 3 mois de tournage. Dans ce dessin animé se retrouvent déjà concentrés tous les thèmes et les combats qui marqueront la filmographie de Frédéric Bach, le respect des animaux et la mise en garde précoce du péril écologique. D'un point de vue esthétique, Bach utilise le crayon à la cire Prismacolor, qui lui permet d'exprimer une grande variété de nuances, avec une exécution rapide du dessin. La rapidité de cette technique est primordiale pour lui permettre de venir à bout de ses projets. Avec son mode de production artisanal, il lui aura par exemple nécessité 5 ans et 20 000 dessins pour venir à bout de son court-métrage L'homme qui plantait des arbres, pour lequel il obtiendra un Oscar en 1987. Dans ses films, Frédéric Bach dit chercher l'apparence de la spontanéité. Pour lui, les dessins ne doivent pas s'arrêter de vibrer. Il les apparente à un ruisseau toujours en mouvement, et veut donner l'impression d'une permanente impulsion des formes. C'est un peu comme si l'image se donnait naissance d'elle-même au moment de son visionnage. Mais c'est aussi un moyen de rendre le dessin plus proche de la réalité. Peut-être par son caractère d'instantané, de croquis, l'animation finit par se rapprocher du cliché photographique. Pour soutenir son message, il cherche à s'adresser au plus grand nombre de spectateurs, que ce soit les enfants, les adultes, mais aussi ceux qui ne parlent pas la même langue que lui. Aussi, la plupart de ces dessins animés sont muets. Leur langage est exclusivement visuel et permet de rassembler tous les types de spectateurs sous une bannière commune, celle de la musique, des couleurs, de l'image. Et cette transparence semble particulièrement utile quand il s'agit de véhiculer des messages forts, comme se propose de le faire le cinéaste. Ce qui saute aux yeux dans la plupart de ces films, c'est l'importance accordée au soleil, l'astre qui permet la mise en place de la vie et son épanouissement. Dans son deuxième film, La création des oiseaux, les éléments et les saisons sont animalisés. Le cinéaste fait référence à des croyances animistes qui étaient autrefois implantées au Québec. On retrouve ainsi un loup des tempêtes et de l'automne, mais aussi l'ours de l'hiver. Dans ce film, nous avons un aperçu de la vie d'avant l'industrialisation, lorsque les saisons étaient au cœur de la vie de l'homme, où il lui fallait directement faire face aux éléments. Les personnages peuvent par exemple reconstruire leur hutte en feuilles mortes après qu'elle ait été détruite par une tempête à la veille de l'automne. Les hommes, au milieu du règne animal, ne se perçoivent pas comme le centre du monde et affrontent les aléas avec beaucoup de courage et d'humilité. La valeur essentielle étant le partage et la communauté, socle d'un vivre ensemble, harmonieux et heureux. Une grande attention est ainsi portée sur les éléments et sur le rythme des saisons, qui marquait la chronologie rurale et déterminait les activités humaines. Mais ce cycle des saisons disparaît quand les films sont pris d'assaut par le monde moderne. Plusieurs personnages sont perçus comme des porte-drapeaux de la modernité, assimilés à l'artificialité et à l'illusion. Ce sont souvent des prestidigitateurs, venus de lointains méconnus ou de mondes parallèles, qui importent la société moderne et l'imposent. Il n'y a plus dès lors de contact possible avec le monde, mais une abstraction de l'argent, une course à la possession, à l'accroissement, au divertissement, à l'égocentrisme qui fait dépérir la Terre. En voulant s'élever de leurs conditions et envahir l'espace, les personnages s'éloignent du sol, des racines, d'un mode de vie connecté avec le monde et la nature. Ils se retrouvent prisonniers d'un univers où tout n'est plus que fausse joie et artificialité. Par exemple, dans Illusion, l'un des porte-drapeaux de la modernité transforme de vrais animaux en jouets. Les enfants sont d'abord heureux de pouvoir les posséder et s'en amuser, mais l'absence de vie et leur machinisme finissent par les lasser. Le magicien les oblige ensuite à travailler,
et invente de nouveaux divertissements pour les combler. Il accroît ainsi leur volonté d'expansion et de possession, ce que finissent par comprendre les enfants. Comme l'argent ne les intéresse pas, ils sont plus à même de comprendre ce qui est essentiel et refusent le dérèglement des choses. À chaque fois, c'est par la corruption des nouvelles générations, par cette éducation à l'argent, que les illusionnistes parviennent à leur faire oublier les valeurs simples, comme celles de l'empathie, du partage et de l'échange. Frédéric Bach essaie d'inverser cette corruption par une mise en garde particulièrement critique des modes de fonctionnement modernes. Dans Illusion, les enfants finissent par crever le mur de briques que le magicien avait placé entre le monde et eux pour se retrouver de nouveau à l'air libre, dans le jardin où ils jouaient au début du film. Presque toujours, chez lui, il incombe aux enfants d'apporter la solution aux problèmes rencontrés. Dès son premier court-métrage, un sorcier capture le soleil et l'enferme dans une boîte en se servant de la magie noire. Des enfants de toutes les origines partent alors à sa recherche et le font revenir. Bach met sans cesse en avant sa croyance dans les générations nouvelles. Dans chacun de ses films, ce sont les enfants qui permettent un retour circulaire aux racines des civilisations. Et c'est par eux que le réalisateur cherche à sensibiliser une nouvelle génération, qui portera un autre regard sur le rapport de l'homme aux animaux, ainsi qu'à la Terre, et d'où pourrait émerger une nouvelle éthique, tant personnelle que mondiale. Ce qui, pour lui, peut engager vers une nouvelle vision du monde, après un siècle de mise en péril écologique, serait le souvenir de la vie d'avant, du monde rural. Dans Crack, nous suivons l'évolution d'une chaise à bascule de sa construction à son arrivée dans un musée contemporain. Cette chaise est une référence à un véritable objet que le réalisateur possédait dans sa maison d'enfance. Il s'agit donc d'un film en partie autobiographique. Mais plus encore, la chaise apparaît comme une métonymie de la société artisanale, c'est-à-dire qu'en elle se concentre tout un mode de vie passé, en opposition à la société industrielle. On voit cette chaise se briser à de nombreuses reprises, ce qui rappelle peut-être les divers événements qui ont pu mettre à mal ce mode de vie. Mais l'artisan finit toujours par la réparer, et ses fonctionnalités sont sauvegardées. L'objet finit dans un musée d'art contemporain, où les gardes s'en servent pour s'asseoir. Il est par son caractère pratique, concret, artisanal, pris d'assaut par une foule d'enfants, qui renoue ainsi avec la société pré-industrielle. Ces personnages semblent avoir besoin d'objets simples, qu'ils peuvent investir de toute leur imagination, comme cette chaise qui devient tantôt un cheval ou un navire, et non pas d'œuvres abstraites, comme celle des toiles du musée, qui à l'image de la bourse qu'on retrouve dans d'autres films, n'ont plus de lien avec les choses concrètes. Dans Le fleuve aux grandes eaux, sa dernière œuvre, Frédéric Bach critiquera la chasse et la pêche intensive. En montrant la cruauté des pratiques, le film adopte un traitement de documentaire. Il y parle des Amérindiens, incapables de comprendre et d'accepter les lois des échanges mondialisés, qui poussent les Européens à tuer autant d'animaux et à polluer les eaux du fleuve Saint-Laurent. Son esthétique peut se faire sombre lorsqu'il s'agit de dénoncer la cruauté masquée qui supporte nos modes de consommation. Pour s'opposer à cette barbarie normalisée, nous y trouvons une référence aux croyances amérindiennes, et notamment la phrase « Dans la nature du grand esprit, ils n'ont pas plus de droits que les animaux, leurs frères. » Bach est un des premiers réalisateurs à revendiquer avec autant de force ces thèmes écologiques, problèmes majeurs de notre époque, qui ne se résument pas uniquement dans le projet d'une prolongation de la vie sur Terre par l'adoption de nouveaux modèles économiques ou de production, mais d'une évolution majeure de la conscience, une plus grande percée dans l'empathie et dans la responsabilité humaine. La plupart de ces films ont une fin heureuse. Il s'agit de redonner vie à un âge d'or fantasmé, qui annonce l'avènement d'une ère nouvelle, où la modernité pourrait coïncider avec la nature. Il s'agit finalement, plutôt que de laisser le pessimisme gagner la pellicule, de montrer par l'émotion la société qui pourrait advenir et qui serait en lien étroit avec un lointain passé. Reprendre finalement sa place dans le monde, sauvegarder les espèces animales, faire glisser son centre vers l'autre, ne plus être déterminé par la possession qui nous entrave, à l'image de cette chaise qui passe d'une main à l'autre, d'une famille à l'autre. Et le final de ces films est parfois empreint d'une éblouissante nostalgie, sensation qui noue le lointain passé, à l'avenir que le réalisateur espère voir advenir un jour.